Pensez-y une seconde. Un chirurgien s'apprête à faire une opération à cœur ouvert pour la toute première fois. On espère tous que cette première fois ne se passe pas sur un vrai patient. Mais alors, comment on fait pour acquérir cette expérience, cette dextérité qui sauve des vies? Eh bien, c'est là que la technologie débarque et de manière assez bluffante. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir le problème de base, celui de la première fois. Puis, on découvrira la solution high-tech, le simulateur. Ensuite, on se demandera si ça marche vraiment, chiffres à l'appui. On verra aussi qu'il y a une vérité assez surprenante sur le réalisme. Et pour finir, on regardera vers quoi on se dirige. Bon, on commence par le cœur du sujet. C'est un dilemme, un vrai casse-tête, à la fois éthique et pratique pour toute la médecine moderne. Jamais la première fois chez le patient. Cette petite phrase, c'est un véritable mantra dans le monde médical. C'est plus qu'une simple devise, ça veut dire que chaque geste critique, chaque décision prise dans le feu de l'action, tout ça doit être maîtrisé avant de se retrouver face à une vraie personne. C'est ce principe qui a complètement changé la formation des soignants. Du coup, la question qui tue, c'est comment on peut s'entraîner à la perfection si on n'a pas le droit à l'erreur sur un patient en chair et en os? Comment on passe ce cap? La réponse, comme souvent de nos jours, elle se trouve dans la technologie. Et là voilà, la solution, la simulation. L'idée en soi n'est pas nouvelle, mais le niveau de réalisme qu'on atteint aujourd'hui, ça a tout changé. Alors, quand on dit simulation haute fidélité, oubliez tout de suite le mannequin en plastique de secourisme. Non, là on parle de simulateurs ultra sophistiqués. Ils respirent, ils ont un pouls, ils peuvent saigner, ils réagissent aux médicaments. Comme un vrai corps humain en fait. Le but, c'est de recréer un scénario médical avec un réalisme absolument saisissant. En pratique, ça donne un environnement d'apprentissage qui est quasi parfait. C'est un espace où on peut se confronter à des urgences rarissimes, répéter un geste technique des dizaines de fois s'il le faut, et surtout, on peut faire des erreurs. On a le droit de se tromper sans aucune conséquence pour personne. Et juste après, le débriefing permet de transformer chaque erreur en une leçon qui marque. Bon, la technologie est impressionnante, ok, mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche? Est-ce que s'entraîner sur un bout de plastique et de circuit, ça rend vraiment meilleur face à un vrai patient? Voyons un peu ce que dit la science. Alors, pour en avoir le cœur net, des chercheurs ont compilé des dizaines et des dizaines d'études sur le sujet. Et le verdict, il est sans appel, surtout dans un domaine aussi chaud que les soins intensifs. Les résultats sont incroyablement positifs. Prenez les connaissances par exemple. Sur 17 études qui ont mesuré cet aspect, le résultat est unanime. 17 sur 17 ont montré une amélioration claire et nette. C'est ce qu'on appelle un score parfait. Zéro débat. Et pour la confiance en soi, qui est juste cruciale en situation d'urgence, eh bien, c'est la même chanson. 13 études sur 13 ont montré un gain de confiance. Donc les preuves sont là, c'est solide. La simulation, ça améliore les connaissances et la confiance. Point. Mais le truc le plus fou, c'est peut-être ça. Une étude a montré que de jeunes médecins, sans grande expérience, après s'être entraînés sur simulateur, pouvaient devenir plus performants que leurs collègues plus âgés, qui eux comptaient uniquement sur leur expérience réelle. Ça donne à réfléchir, non? Ça voudrait dire que quelques heures de simulation bien ciblées peuvent valoir plus que des mois de pratique clinique. On pourrait s'arrêter là et se dire que la simulation, c'est la solution miracle. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce qu'en creusant un peu plus, on découvre une vérité beaucoup plus nuancée et assez surprenante. Logiquement, on se dirait tous la même chose, non? Plus la simulation est réaliste, plus elle se rapproche de la vraie vie, et donc, mieux on apprend. La haute fidélité, ça doit forcément être le top du top. Mais est-ce que c'est vraiment ce que les chiffres nous disent? D'un côté, il y a l'intuition. Plus c'est réaliste, mieux c'est. Et de l'autre, il y a les faits. Et les faits montrent que, oui, les simulations très réalistes sont plus satisfaisantes, mais elles génèrent aussi beaucoup plus de stress. Et surtout, pour des choses comme le travail d'équipe, elles ne font pas mieux que des simulations plus basiques. Bref, l'idée que plus c'est réaliste, mieux c'est, eh bien, c'est un mythe. Mais attendez, la plus grosse surprise, ce n'est même pas ça. C'est l'écart qu'on a découvert entre le sentiment d'être bon et le fait de l'être réellement. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on se sent meilleur qu'on l'est vraiment. Et voilà le cœur du paradoxe. La simulation, c'est excellent pour construire la confiance en soi. Mais parfois, cette confiance peut devenir un masque. On se sent prêt, mais on ne l'est pas forcément. Avoir plus confiance en soi, ça ne garantit pas d'être plus performant dans la réalité. Et là, c'est la preuve en images. Ça vient d'une énorme analyse scientifique sur l'apprentissage des gestes techniques. Regardez bien les barres.
La plus haute, la plus efficace, ce n'est pas la simulation ultra-réaliste haute fidélité. Non, c'est celle du milieu, la moyenne fidélité. Pour apprendre un geste, un simulateur plus simple et donc plus efficace. C'est complètement contre-intuitif et c'est une découverte absolument capitale. Alors, avec tout ça en tête, à quoi va ressembler la pratique médicale de demain? Comment cette technologie va-t-elle encore évoluer? En gros, il y a 3 grandes pistes qui se dessinent. D'abord, l'intelligence artificielle, pour créer des patients virtuels qui réagissent de manière totalement imprévisible, comme dans la vraie vie. Ensuite, la réalité virtuelle et augmentée, pour s'entraîner n'importe où, dans des environnements immersifs, sans avoir besoin de mannequins qui coûtent une fortune. Et enfin, le plus gros défi, rendre tout ça accessible et abordable partout sur la planète. Il faut donc garder les pieds sur terre. La simulation, c'est un complément incroyable, mais ce n'est pas un substitut à l'expérience réelle. C'est simplement le meilleur outil qu'on a inventé pour préparer les soignants au terrain, pour qu'ils soient prêts, vraiment prêts, pour leurs premiers patients. On termine donc sur cette question. À mesure qu'on perfectionne l'art de s'entraîner dans un monde virtuel, comment est-ce que ça va transformer les soins qu'on recevra tous dans le monde réel? Parce qu'au final, la manière dont les médecins s'entraînent aujourd'hui dans le virtuel, c'est ça qui dessine la qualité de la médecine de demain.